C'est bien, Bourrico. Est-ce que je vais faire 2h30? Ah oui. Et réaliste? Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste. J'y crois. C'est quoi ton pronom? C'est forcément une minute qui termine par 42. Enfin, 42 secondes. Donc genre 2,29, 42. 2,29, 42. Eh, j'ai fait 2,34, 42 là. Enfin. C'est vrai? Ouais. Bah voilà. 6 minutes de moins, moi je dis. Je dis 2 minutes 20, 2h28, 42 secondes. Hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour lancer le premier gros projet de l'année 2025. Le Marathon de Paris 2025, je vous en ai déjà pas mal parlé finalement sur la chaîne. Ça arrive relativement vite, on est un peu moins de 3 mois maintenant de l'événement. Et ça y est, c'est le premier contenu qui sort pour cette série qui va être longue, qui va être riche de plein de contenu. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va aller discuter avec Rémi Rivet, le coach qui va me suivre pour cette préparation du Marathon de Paris 2024. On va aborder pas mal de thématiques. J'ai aussi voulu que cette vidéo soit pas trop longue, donc j'ai pas tout mis, hein, loin de là, de notre discussion. N'hésitez pas, si vous voulez la discussion en entier, à le mettre en commentaire s'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous publier ça d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a évidemment plein de sujets qu'on a abordés que j'ai pas mis là. Je me suis contenté un petit peu des moments clés, on va dire, et des choses qui me semblaient les plus importantes à mettre dans cette discussion. Rémi Rivet, si vous ne connaissez pas, déjà je vous invite à aller le suivre. Il a une chaîne YouTube, il a un compte Insta sur lequel il publie énormément de contenu sur l'entraînement. C'est un peu comme ça que personnellement je l'ai connu. Je l'ai connu aussi parce que il travaille beaucoup avec Simon Gosselin. Il suivait en parallèle des athlètes que Simon Gosselin suivait à l'entraînement. Rémi est aussi spécialiste de tout ce qui est renforcement. Rémi, c'est un crack, honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je pense que je pouvais pas beaucoup avoir mieux que lui pour me suivre sur cette prépa marathon. C'est un mec que je suis personnellement depuis assez longtemps et je consommais son contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, et personnellement, c'est du contenu que j'adorais. C'est un gros geek de la donnée, je pense, quand même. Rémi, il aura pas de mal à le reconnaître. C'est quelqu'un qui a aussi quand même une grosse appétence pour le terrain. Il va beaucoup suivre ses athlètes sur le terrain. Il suit des skieurs alpinistes, des coureurs en montagne, beaucoup de triathlètes aussi. Il vient du triathlon, il me semble, si je dis pas de bêtises, Rémi. Donc voilà, c'est honnêtement un vrai crack. Il fait partie de ces coachs de la nouvelle génération qui amènent plein de choses, qui sont ultra dynamiques et ont plein d'idées. Je pense à des gens aussi comme Vincent Guyot, qui est l'entraîneur de OAC, qui a 26-27 ans. Voilà, c'est un peu cette nouvelle génération des entraîneurs hyper inspirante. Et quand j'en ai parlé à Rémi de me suivre sur cette prépa, il a été tout de suite chaud. Et je suis juste super motivé à l'idée de mener cette prépa avec lui. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, vous allez le voir. Mais je vous laisse directement pour la discussion. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'aller un peu plus en profondeur sur des points particuliers si on ne les a pas abordés. Et encore une fois, si vous voulez la discussion en entier, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu t'es dit le jour où je suis venu te voir? Je te dis, j'aimerais bien courir sous les 2,30 au marathon. Comment tu voyais le truc? Est-ce que à l'époque, tu avais une idée du type d'athlète? On se connaissait un tout petit peu, mais est-ce que tu avais une idée du type d'athlète que j'étais? Et est-ce que cette lubie que j'ai un peu dans la tête de passer sous les 2h30 un jour sur un marathon, qu'est-ce que t'en pensais? Ouais, moi j'ai pris ça comme un espèce de challenge un peu. Je me suis dit, Simon, c'est quelqu'un qui se blesse souvent. Ouais. Et je me suis dit, non. Bah, t'as quand même. Moi, je suivais tes vidéos, donc t'avais quand même un bon potentiel. Et même, t'étais un bon athlète quand même à plat. Et ouais, je trouvais déjà de base sur la discussion que le 2h30, il n'était pas déconnant. Ok. Donc, voilà. Après, pour moi, le premier truc, c'est que je me suis dit, est-ce que elle va réussir à aller au bout sans que tu te blesses en fait? Parce que la consistance et la régularité, je pense que c'est l'un des premiers leviers à activer pour que tu sois à ton plein potentiel sur le marathon, quoi. Ça peut paraître dingue parce que des fois on se perd dans la minutie de l'entraînement et tout. Mais en fait, si tu te blesses pas, tu te dis, waouh, en fait, des fois quelque chose de un peu plus sous-optimal sur le long terme, mais ça, c'est bien supérieur à quelque chose de suroptimal, mais sur le court terme. Moi, quand je regarde en arrière, je me dis, je sais pas combien ça fait d'années où j'ai pas fait, ne serait-ce que j'ai pas enchaîné une année sans avoir une blessure suffisante pour me stopper, tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est évident que c'est la clé, quoi. C'est évident que en tout cas pour moi, c'est une clé. Mais pour tous les athlètes qui font de la distance, j'ai envie de dire vraiment la capacité à accumuler un volume X. Après, l'intensité, forcément, elle vient avec, mais sur le long terme, moi, j'estime que c'est l'une des clés de la réussite, quoi. Et donc, des fois, il faut accepter de peut-être faire un pas en arrière et être assez conservateur sur les entraînements. Et je pense que Navarro, au final, c'est un bon exemple de ça. Il fait des séances impressionnantes, on les a toutes vues, je pense.
Mais je pense qu'il est fait aussi avec de la réserve. Ça fait mal de dire ça. Mais il a de la réserve et du coup, ça fait que quand tu décides de mettre un peu l'ego de côté, faire un pas en arrière, Ouais. et en fait, tu es consistant, tu es régulier, et bah, ça l'a emmené. On voit ce qu'il fait maintenant à l'entraînement, c'est impressionnant. Des blessures, parlons-en. Là, ça fait fou. Je regarde exactement, mais j'ai pris la course à pied début novembre. J'ai partagé en fin d'année ma courbe Strava de la charge en course à pied depuis la reprise et je suis assez fier de cette courbe-là qui était hyper graduelle, hyper progressive. Pour la première fois de ma vie, je pense, j'ai réussi à vraiment gérer cette charge de façon très progressive. Et bah voilà, pas de miracle. Quand on essaie de faire les choses un peu correctement, bah, le risque de blessure est quand même assez diminué. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de petites douleurs à droite et à gauche, mais vraiment rien de sérieux. Et ces derniers temps, ça va même assez bien. Donc, c'est quand même vraiment positif dans l'ensemble. Je vais toucher du bois parce que on n'est jamais à l'abri. Puis là, j'ai commencé à courir un peu sur piste, donc c'est aussi traumatisant. Donc, il va falloir faire quand même vraiment attention. Du coup, quand je t'ai dit que je voulais faire 2h30, ça t'a pas paru délirant. Pour autant, tu t'es dit, t'as parlé d'une de sans doute ma plus grosse faiblesse, le fait que je me suis beaucoup blessé. Qu'est-ce que tu t'es dit qu'il fallait qu'on bosse prioritairement? Et qu'est-ce que je pouvais mettre un peu de côté parce que j'avais déjà? Ouais, bon, déjà, je suis un optimiste de la performance. Donc, quand on me dit, à part si c'est vraiment déconnant, si demain tu viens me voir, tu me dis je vais faire 2,19, j'ai dit, moi, calme-toi quand même. Un jour, je viens d'avoir. Ouais, mais autant là, je me dis, voilà, avec ta performance, enfin ton PR précédent, je me dis, c'est quand même, normalement, c'est possible, quoi. Encore une fois, si tu ne te blesses pas et que les entraînements passent, il n'y a pas de raison. Après, ça fait pas longtemps non plus qu'on bosse ensemble, mais en termes de qualité, bah déjà, je pense, et on en parlait, tu as une capacité quand même à accumuler le volume qui vient du trail. Donc courir longtemps, ça n'a jamais été une limitation, que ce soit à plat ou que ce soit en trail au final. Que ça, déjà, c'est une qualité qui est énorme parce que ça te rend forcément un peu plus durable sur la distance. Si demain, tu fais une sortie longue de 30 km, ça t'effraie pas, quoi. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de marathoniens, 30 km, ils les font que en fin de préparation, etc. Donc ça, c'est vraiment un point fort, surtout que je pense qu'il est discriminant au marathon, sur le format marathon. De manière contre-intuitive, je pense que tu as aussi une bonne réserve de vitesse à plat. Ok, ouais. Et sur des... c'est contre-intuitif pour eux. Non, mais voilà, quand tu fais des... Enfin, tu peux faire des 400 assez rapides, etc. Si tu as déjà couru dans ta vie, naturellement, en fait, un 400, tu peux le courir assez vite, je pense. Là où tu vois vraiment les points faibles, c'est souvent sur des reps qui sont un peu intermédiaires. Les 1000, les 2000, faut en fait les vitesses spécifiques, soit 10 km, soit semi-marathon, où là, tu vois tout de suite ce qui manque. Et je pense le levier de progression, ça va être d'essayer d'optimiser les temps de maintien en fait, sur les vitesses 10 et les vitesses semi. Et c'est ce qui va te donner le socle pour amener la vitesse marathon derrière, je pense. En fait, vu que tu es naturellement habitué à quand même courir longtemps, etc., surtout sur des paces qui sont easy, mais un peu plus, quoi. Easy plus, on va dire. Ça veut dire que naturellement, tu es capable de courir longtemps à des allures un petit peu soutenues. Donc ce qui manque, c'est vraiment la réserve de vitesse un peu au-dessus, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour toi de faire le semi-marathon aussi. C'est que si tu as des bons prérequis sur semi, derrière, ça va pas te demander énormément d'efforts pour amener la vitesse marathon. Pour d'autres profils, c'est l'inverse, hein. Ils n'ont jamais fait 30 km de leur vie, du coup, déjà, faut amener ça par plus d'aéro et plus de base en global, quoi. Et du coup, moi, je vois la planif un peu de manière, on va dire, comme des curseurs, en fait. C'est-à-dire, t'actives un peu le curseur 10 km parce qu'en ce moment, il nous en manque un peu. Ouais. Mais forcément, du coup, la vitesse marathon, elle va prendre une petite reculade. Et après, au fil de la planif, forcément, la vitesse marathon ou un peu au-dessus, ça va prendre plus de place. Et inversement. Mais je pense que non, pour un profil comme toi, il faut stimuler au moins la vitesse semi-marathon quasiment jusqu'au bout. Vitesse 10 km, pourquoi pas, mais le faire de manière hybride, en fait, avec des séances semi, des trucs qui sont assez connus. Tu démarres avec peut-être des répétitions où tu finis avec des répétitions plus hautes et tu fais de la vitesse semi. Comme ça, tu gardes une réserve de vitesse qui est hyper importante pour le marathon. Et voilà, je viens de passer une des premières grosses séances de la prépa à 12 x 800, 2,33 de moyenne, les deux derniers en 2,32. Honnêtement, je pensais jamais la passer celle-là. Quand je l'ai vue sur le papier, wow, elle me faisait très peur.
finalement, elle est passée. Merci Rémi. Celle-là, je m'en souviendrai comme ça de début de prépa. Je suis pas un grand fan des prépas longues. Ok. Je te dirais vraiment 4 mois, pour moi, c'est le grand max. Ok. Ouais, c'est sûr, c'est de l'ultra, c'est une question qui est un peu différente. Hein. Mais je trouve que 4 mois, c'est long pour quelqu'un, et je dis bien ça, pour quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà un volume accumulé. En fait, encore une fois, on revient au même truc, mais quand tu es consistant, régulier, etc., que tu as un volume que tu maintiens depuis, et que tu as accumulé en fait, du volume, tu peux te lancer dans une préparation et en 3 mois faire un marathon. Moi, je suis persuadé. Et il faut se dire qu'on a un capital aussi mental ou d'investissement qui est limité. Ouais. Alors, faire 4 mois de préparation, s'investir, se dire faut que je fasse les séances, enfin, c'est quand même assez drainant, donc je préfère au début laisser quand même pas mal d'autonomie, se dire voilà, on construit une espèce de base, on fait aussi des petits entraînements intenses, etc. Et une fois que c'est bon, on enclenche. Et on va rien faire de différent sur le début de la préparation. C'est pas parce qu'on démarre une prépa marathon qu'on va tout révolutionner, qu'on va faire 4 séances de qualité, etc. On fait exactement la même chose. C'est juste, c'est plus identifié, c'est calibré, et puis on sait où on va. Mais après, si on est vraiment consistant à l'année, moi, je pense qu'en 3 mois, on peut faire une préparation de marathon, quoi. Mais dans ma préparation, le semi j'ai le semi de Paris qui va être un peu on va dire la répétition générale. Ça arrive relativement. Tu vois, il n'y a qu'un mois entre le semi et le marathon de Paris, ou peut-être 5 semaines. Mais c'est relativement proche, tu vois. Est-ce que du coup, il y a encore des ajustements qui sont faisables? Est-ce que tout le travail ne va pas être fait avant le semi finalement? Et la fin, tu vois, c'est entre le semi et le marathon, c'est entretenir, quoi. Comment tu vois le truc? Moi, je vois le truc. Encore une fois, je pense que tu as un profil qui est capable de déjà courir la distance, en fait. Ouais. Donc la durée sur des intensités qui sont déjà assez élevées et tout. Donc cette partie-là, chez un athlète, on va dire plus lambda, c'est pas du tout le connoté négativement, mais va falloir que eux vraiment se disent ok, 8 semaines avant, il faut déjà que j'intègre des trucs longs, etc. Parce que j'ai peur de ne pas faire la distance, quoi. Toi, c'est peut-être pas la même chose. Après, moi, la manière dont je conçois la préparation, c'est de me dire en fait, je vais intégrer dans la préparation du semi, déjà quelque chose qui est peut-être sur la durée spécifique au marathon. Et après, juste après le semi-marathon, déjà on va pouvoir un peu cerner la vitesse marathon. Parce que là, on sait plus ou moins, puisque tu as un objectif. En fait, c'est ça. Mais objectivement, et c'est important, on sait pas des masses. Donc la vitesse semi-marathon, et ce que tu es capable de faire sur un semi-marathon, ça va nous donner beaucoup de choses. Et là, on pourra cerner un peu. Et moi, je pense qu'en 3 semaines, ça suffit pour quasiment cerner la vitesse marathon, développer, aller au marathon. Et dans la préparation, si je me souviens bien, j'ai dû mettre 2-3 séances, mais peut-être 1 semaine avant ou 2 semaines avant, il me semble que tu fais déjà un 30 ou 35 km de sortie longue avant le semi-marathon. Tout à fait. Et déjà, pour le semi-marathon, ça a du sens parce que tu vas au-delà de ta distance et des fois, ça fait du bien en fait, juste en termes d'entraînement. Ça ne veut pas dire que tu le fais à la vitesse semi, bien évidemment, ni marathon. Mais déjà, tu t'exposes à la distance. Après, tu refais ta focalisation sur le semi, mais tu as déjà en fait ces prérequis-là que tu as développés des semaines avant. Et tu dis, bon, bah là, je peux démarrer la dernière portion, la dernière ligne droite, mais j'ai déjà pas mal d'entraînement sous le truc. Et je pense qu'il faut même y aller avec un peu de recul, parce que des fois, on est prêt un peu trop tôt, quoi. On se dit, je viens de faire un semi-marathon, je viens de faire une sortie longue, j'ai déjà les paces dans les jambes. Et des fois, ça fait plus peur, en fait. Tu te dis, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, le jour J, je vais pas être bien. Alors que non. Du coup, je pense que si tu as la réserve sur ce semi-marathon, il n'y aura pas énormément de travail. Et oui, donc vous l'avez compris, je serai au départ le 9 mars prochain du semi-marathon de Paris. C'est un événement que je devais faire l'année dernière en prépa du marathon de Paris. J'y revais cette année avec des objectifs un peu différents. L'année dernière, c'était dans l'idée plutôt de courir à l'allure marathon. Cette année, avec Rémi, on a plutôt dans l'idée d'essayer que je cours le plus vite que je puisse sur cette distance. Et ainsi, ça me donnera sans doute quand même pas mal d'idées de ce que je peux faire sur le marathon de Paris ensuite, qui est 4 ou 5 semaines plus tard. Donc voilà, c'est 2 approches différentes. Je trouve que l'approche de Rémi est assez cool parce que déjà, ça motive en fait, ne serait-ce que d'avoir un objectif comme ça assez important à mi-parcours. Et puis avec mon profil, le fait que quand même j'ai l'habitude des longues distances, etc. On espère que d'un point de vue mécanique et d'un point de vue de la récupération, ça aille plutôt vite derrière et qu'on puisse réenchaîner. Donc voilà, ça va être un test. Ça va me permettre aussi de remettre un dossard, donc ça c'est cool. Et ça va aussi me donner l'occasion, sans doute, c'est pas encore totalement validé, mais de vous faire un projet assez sympa, un projet dans le projet, si je puis dire.
et me donner aussi l'occasion de courir avec une paire de chaussures qui n'est pas encore sur le marché. Donc voilà, c'est assez excitant. On en reparlera très très bientôt. Pour le moment, on va dire qu'on a commencé doucement la prépa. À ce jour, je dirais que j'ai plus ou moins 2 vraies séances de qualité par semaine. Toi, à terme, c'est un peu quoi ta philosophie là-dessus? Ça me permet de te poser la question aussi, ton avis un peu sur les différents paradigmes qu'il y a là-dessus. Il y a la méthode norvégienne qui a été très très popularisée ces derniers temps avec beaucoup de qualité en pourcentage de volume sur la semaine, avec des allures vachement plus modérées. D'autres qui font des approches totalement différentes. Toi, c'est quoi ta position là-dessus dans le but de préparer un marathon? Tu peux faire plein de choses. Hein. Mais Enfin, il y en a qui vont beaucoup polariser, par exemple, et ça va marcher. Je suis pas sûr que ce soit optimal, mais il y en a qui vont faire quelque chose de beaucoup plus modéré avec des volumes qui sont hyper importants, parce que c'est souvent le schéma sur la méthode norvégienne, on va dire. Moi, j'ai pas là pour l'instant, vu qu'on était sur un travail plutôt d'introduction, le but c'était d'instaurer des vitesses plus élevées, parce qu'il faut quand même s'habituer d'un point de vue mécanique. Après, à la semaine, moi j'ai pas tendance à réfléchir à la semaine. J'essaie de sortir un peu du schéma, parce que le problème de réfléchir à la semaine, c'est qu'on a tendance souvent à mettre 3 séances par exemple de qualité, et on se force un peu à les mettre, quoi. Même si on sent qu'on n'a pas forcément récupéré. Et sortir un peu de ce schéma-là et espacer, des fois c'est bien parce qu'on arrive plus frais, on peut mettre plus de qualité. Après, ça dépend, je dirais entre 2 et 3 séances. Après, on peut densifier à l'échelle de la journée, donc faire 2 séances plus ou moins intenses dans la même journée. Ça a quel intérêt Parce qu'on peut comprendre l'intérêt que ça a pour un athlète pro, par exemple. On se dit, lui, de toute façon, il faut qu'il optimise tout. Et donc, du coup, s'il est capable de mettre une séance d'intensité plus de temps en temps sur une même journée, en fait, à la fin de l'année, ça fait quand même pas mal de séances d'intensité en plus. Sur un profil plus amateur ou plus, on va dire, classique comme le mien, ça peut avoir un intérêt de stimuler des choses qu'on ne stimulerait pas par ailleurs ou... En fait, l'avantage souvent de doubler et de faire, on va dire, 2 intensités dans la journée, c'est cette capacité à densifier à l'échelle de la journée, mais en limitant quand même les contraintes et généralement en restant assez efficace en fait sur les séances. Et c'est bien parce que, même d'un point de vue physio, mais même d'un point de vue mécanique, tu peux répartir sur la journée, mais tu peux cumuler des temps dans les zones, plus ou moins, ça dépend celle que tu veux travailler, mais beaucoup plus importantes en restant efficace. Après, il faut être capable de gérer un peu l'intensité, mais tu vois, la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est une séance plus ou moins à 95% du marathon, du pace marathon le matin. Et après, l'après-midi, c'est plutôt de la vitesse semi, quoi. Mais c'est-à-dire que sur la journée, tu vas accumuler plus ou moins 1 heure. 1 heure, c'est énorme. C'est énorme. Ce que tu pourrais objectivement rarement faire sur une seule séance, quoi. En fait, si, tu pourrais le faire, mais d'un point de vue même efficacité, économie, etc., tu chuterais. Les valeurs qu'en physio dériveraient probablement. Et en fait, c'est l'avantage de faire soit les doubles seuils, peu importe, hein, mais c'est de se dire, je peux répartir la charge, rester efficace et densifier en fait à l'échelle de la journée. Alors après, la réalité, c'est que c'est pas spécifique pour un marathon, parce que tu vas pas t'arrêter aux 20 bornes et dire aujourd'hui c'est double seuil, donc je reprends mon 6 heures s'il vous plaît. Tu vas pas faire ça, donc c'est pas spécifique, mais en même temps c'est un super travail quand t'as pas le temps de forcément faire des séances longues spécifiques. Ouais, c'est clair. Donc là, tu as cette réserve-là, ça veut dire que sur une journée, tu peux cumuler quasiment 30 bornes en fait. Oui, ça, le jour où tu décides d'aller faire vraiment les 30 bornes, en fait, tu auras la réserve, quoi. Parce que tu sais ce que c'est que cumuler sur une journée 1 heure de... Mais du coup, ça aurait presque plus d'intérêt, comme tu le décris, je trouve, en début de prépa. Ouais, moi je pense, ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, si tu veux faire des séances qui sont plus denses, sur une seule séance, pardon, c'est demandant. Donc en fait, à un moment donné, tu peux pas jouer sur tous les tableaux, quoi. Bien sûr. Tu peux pas dire, tiens, un double seuil, puis après séance longue, et puis après, en fait, on va stimuler la vitesse 10. Ouais. Et tu peux pas, donc encore une fois, c'est curseur. Mais oui, c'est un super bon, j'ai envie de dire pour toutes les distances en plus. Mais c'est un très bon travail préparatoire, je pense. C'est votre plus grosse élévation. C'est bien, t'es bienvenu dans le Beaufortin. Non, je reviendrai pas. Tu reviendras. Non, je reviendrai pas. Si. Il fait beau, regarde, il fait beau. Coach Rémi. Coach Rémi qui coach tout le Beaufortin maintenant. C'est le coach du Beaufortin. Tous vous envoyer dans le mur. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui sont plus sans doute de l'ancienne école, qui se disent, ou plus classiques, on va dire, sans que ce soit forcément péjoratif, mais
Parce que ça s'est jamais trop fait de faire, tu vois, on parlait de Kenyan qui faisait des sorties de 45 bornes pour préparer un marathon, tu vois, de faire plus. Mais ouais, Navarro, enfin ces gars-là. Et en fait, c'est vrai que ça peut un peu choquer de se dire, on a je sais pas, c'est presque communément admis, presque dans le milieu, que en fait, faut jamais courir la distance que tu vas courir en compétition. Et ça, je sais pas pourquoi c'est communément admis en fait. En fait, ça c'est marrant parce que moi je le vois aussi dans le triathlon, mais les gens ont une relation vraiment particulière avec le marathon, parce que pour un 10 km, ça viendrait... Enfin, personne se dirait, je vais juste faire des jogs de 7 parce qu'il ne faut surtout pas que je dépasse la distance. Sur un semi-marathon, alors ceux qui ont quand même un peu de bouteille et qui ont de l'expérience, pareil, ils ont tous fait une séance longue, probablement au-dessus de 21. Pas tous, enfin, bon, voilà. Marathon, et il se passe un truc, quoi. C'est que les gens, ils se disent, putain, faut pas que je dépasse la distance. Après, faut pas s'étonner qu'au 30 bornes, il y en a qui... Parce que, en fait, le 30 km, pour moi, l'espèce de mur, c'est un... Alors, ça peut s'expliquer par plein de mythes, direct. Pour moi, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui font qu'en 30e, on commence à... Mais il y a un truc pour moi, c'est, à mon avis, le manque d'exposition, en fait. Enfin... Mehdi Frère, qui fait 130 km avec 0 de récup. En fait, il fait 30 bornes d'un coup au pace. J'ai du mal à me dire que le jour où il va aller sur la ligne de départ, il va pas pouvoir passer au-delà du 30e, quoi. Comme si au 30e, on allait lui mettre une gifle, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal. Je pense que c'est juste un manque d'exposition. Et oui, c'est rentrer un peu dans les mœurs de pas dépasser la distance ou pas du tout de s'en rapprocher, en fait. Donc, ouais, je trouve ça dommage, moi. Parce que sur le 10, on le fait. Sur le semi, on le fait. Et même dans le triathlon... Enfin, on s'expose très souvent aux distances, mais par contre, sur le format Ironman, on le fait pas. Et du coup, c'est souvent là où il y a le plus de défaillances, quoi. Mais alors après, c'est très demandant parce que tu vas pas faire un Ironman dans la journée, bien sûr, pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a un moment où tu as le droit de t'en rapprocher quand même. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et quand je dis s'en rapprocher, ça veut pas dire que tu envoies tes athlètes au carton. Non. T'es pas obligé. T'es pas obligé de faire un 40 km à l'allure de course. Mais tu peux faire une sortie longue à une allure modérée, et voilà, quoi. Si je veux faire 2h30 de marathon, donc je vais devoir courir pendant 2h30 à 3h33 au kill, ça veut dire, en fait, il n'y a pas de raison qu'à l'entraînement, je ne serais pas capable de m'approcher de ça d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, ça veut dire que je ne serais pas capable le jour J. Disons que si demain, je te mets une séance et je te dis 3 fois 8 km, ce qui pour certains est déjà une grosse séance marathon, t'as fait que 24 km. Même un poil plus de la moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu t'es laissé des temps de repos entre les tiers. C'est clair. Donc, t'es encore loin de la demande. Hein. Donc, tu vois, ouais. De retour sur la piste cyclable. Vous l'avez vu avec Rémi. On a parlé notamment de respecter les allures. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, j'avais 30 minutes tempo là, ce dimanche. Évidemment, j'ai pas respecté les règles. Donc, il m'avait donné consigne 3,45, 3,40 pour ces 30 minutes. Et j'ai fait en 3,36, beaucoup trop rapide. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Il va falloir que je règle ça parce que, honnêtement, ça peut être vraiment problématique. Pour les blessures, pour la charge d'entraînement globale de toute façon. Donc il va falloir travailler là-dessus. Et du coup, pour conclure un peu ces 3 mois qui m'attendent, globalement, si tu devais un peu les découper, tu les découperais comment? Ouais, alors moi je suis très mauvais en date, donc je suis très mauvais. Mais là je pense qu'il y a encore un bon mois de stimuler, on va dire, la vitesse 10 km, mais de rapidement, et je l'ai déjà fait, mais faire des séances un peu hybrides. Moi, je suis assez fan de ça, parce que tu as un bon compromis, etc. De la vitesse semi aussi. C'est-à-dire que quand tu dis hybride, c'est qu'on va, dans une même séance, travailler à la fois des allures proches d'IK et proches semi. Ouais, c'est ça. Et j'ajuste les curseurs en fonction de vraiment ce qui est important. Donc voilà. Après, ça va aussi évoluer si tu fais un 10 km ou pas, forcément. Mais après, tu peux très bien avoir une approche semi-marathon et être bon sur 10. Ça dépend comment tu gères la planif. Donc ça, pendant un bon mois, il faut faire ça, construire un peu de réserve. Continuer à maintenir des séances longues, au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est un des leviers de la performance sur marathon. Il ne faut pas lâcher ça, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Mais toujours... quand tu dis un peu long... 20, 25, tu vois, enfin ça reste quand même modéré, mais assez long.
Et pas énormément mettre de pace marathon en fait, juste en dessous pourquoi pas. Donc quelque chose qui est stable encore, vraiment. Et qui du coup, relâche. la charge en fait de l'entraînement à la fin, elle est assez faible finalement. Oui, après mécaniquement ça demande quand même. Oui. Mais voilà, c'est bien, c'est des runs un peu plus actifs on va dire. Mais c'est vraiment, vraiment important de garder ça. Et puis sur le semi-marathon c'est important en fait, parce qu'on va quand même faire une longue distance. Après le mois d'après, je pense que c'est là où il faut cibler le pace semi au final. Et commencer déjà un peu plus densifier les séances longues. Ouais. Et en fait, moi, dans la logique aussi, c'est qu'au final, à un moment donné, les séances longues, ce seront les séances semi, en fait, plus ou moins. Donc c'est là où, je sais pas, tu fais... je sais pas. 35 bornes avec en fait de l'allure semi ou 30 Bah, bornes peut-être pas avec l'allure 35 semi. bornes, mais voilà, tu fais une échauffe. Après, tu fais par exemple 10 fois 1 km allure semi avec une récup qui est un peu plus longue potentiellement. Ouais. Et ça va t'emmener vite sur des séances longues. Ouais, c'est clair. Mais tu auras aussi ta stimulation semi et c'est quelque chose de bien en fait parce que comme ça quand tu arrives sur ta vitesse marathon t'es bien. Et du coup forcément le run long il va prendre une petite reculade aussi. Et après dernière partie après le semi, c'est de spécifier vraiment l'allure semi. Peut-être pas faire énormément de spécifiques non plus parce que tu auras déjà assez de réserve. Ouais. Et peut-être une ou deux quand même. Et puis voilà quoi. Puis on y sera. Donc ça fait 3 mois, mais je pense que c'est bien. Ça suffit. Après je vais avoir Goss comme pacer donc ça devrait bien se passer. Ça peut que bien se passer. Mais je pense que je vais le faire sauter quand même.